bonjour à tous. Alors nous sommes ici pour parler de partage. Et en tant que biologiste, le partage dont je vais vous parler est en rapport avec le monde vivant. Nous allons prendre l'exemple d'un animal, le loup, et nous demander si loup et partage sont compatibles. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un loup? Eh bien, je ne vous apprends rien en vous disant que c'est un animal. Vous vous en doutiez, un mammifère, et il appartient à la famille des canidés, comme le renard par exemple. Son nom scientifique est donné par le nom de genre et d'espèce, et est Canis lupus, le loup gris en français. Suivant la région dans laquelle vivent les loups, on définit de nombreuses sous-espèces, et une de ces sous-espèces est Canis lupus familiaris, le chien. Alors, il y en a qui ne vont pas être très contents si je leur dis que leur chien est un loup. Il est vrai qu'en français, ce sont deux termes qui sont bien différents, mais ils appartiennent tous les deux à la même espèce. Et les chiens sont issus de loups qui ont été domestiqués par l'homme il y a environ 40 000 ans. Et c'est là que ça devient intéressant, si l'on veut parler de partage avec les animaux. Car en effet, le loup a été le premier animal à avoir été domestiqué par l'homme. Et il y avait donc alors à l'époque une relation de partage, et chacun pouvait bénéficier ou pouvait donner un avantage à l'autre, que ce soit en termes de service ou de nourriture. Cependant, quand on parle du loup actuellement, c'est un tout autre discours qu'on entend. Manifestation anti-loup par-ci, un loup qui a encore attaqué un troupeau par-là, un loup tué dans telle région. Alors le loup, on en entend beaucoup parler dans les médias, mais quelle est sa situation actuellement en France et un peu plus près de chez nous? Eh bien, dans notre pays, il avait complètement disparu dans les années 50 et dès 1908 en Alsace. C'est en 1992 qu'il a fait son retour d'Italie, où il n'avait jamais disparu, et s'est installé dans les Alpes. Alors ensuite, les populations se sont développées et se sont dispersées, tout d'abord vers les Pyrénées, puis vers le Jura jusqu'aux Vosges, où le loup a fait sa réapparition en 2011. Alors on estime à environ 250 loups la population française actuellement, mais les meutes sont toutes présentes dans le massif alpin, sauf une qui est présente dans le massif vosgien depuis 2013. Alors comme on peut s'en douter, ce retour n'est pas sans poser de problème. Je ne vous parle pas de grands méchants loups qui vont attaquer les promeneurs ou les petites filles dans les bois. Ça, c'est du ressort des contes et légendes. Actuellement, dans la situation actuelle, vous ne risquez pas de vous faire dévorer par un loup si vous vous promenez dans les bois, même par une nuit de pleine lune. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir que les moutons sont une proie favorite de notre canidé. Cela s'explique par le fait que ce sont des animaux qui ne sont plus sauvages, ils ont été sélectionnés par l'homme, et non plus au moyen d'une sélection naturelle, dans une optique de facilité d'élevage. Ils ont donc une vitesse qui ne leur permet plus une fuite facile devant le prédateur, et sont plus grégaires, ce qui fait qu'ils ont perdu une partie de leur réflexe de fuite. Donc on arrive à des attaques de loups qui peuvent entraîner parfois la mort de plus d'une dizaine de moutons en une seule fois. De plus, les éleveurs sont déjà souvent dans une situation économique difficile et ils peinent à vivre de leur métier. La concurrence du mouton néo-zélandais est un coup dur et l'arrivée du loup est un facteur aggravant que certains peinent à surmonter. Alors une façon de voir les choses serait de se dire « tant pis pour les éleveurs s'ils n'arrivent pas à s'adapter, s'il n'y a plus de moutons français, j'en achèterai du néo-zélandais ». Alors c'est une façon de voir qui est très individualiste. On ne va pas demander à des personnes d'arrêter de faire le métier qu'elles font et qu'elles aiment. Et ce qui est aussi important à dire, c'est que le loup fait partie intégrante de notre pays et de notre patrimoine. Et une troisième chose qui fait que cette façon de voir n'est pas très adaptée est le rôle même des éleveurs dans le paysage. Sans eux, on ne pourrait pas avoir un environnement de ce type, car ce sont eux et leurs bêtes qui permettent de maintenir ces prairies ouvertes et d'empêcher la forêt de tout recoloniser. Ils ont donc un intérêt pour la communauté dans son ensemble. Dans ce cas, il faut trouver des solutions pour que la cohabitation soit possible. Et bonne nouvelle, des solutions existent. La première dont on peut parler est l'utilisation de parcs électriques pour protéger les troupeaux.
Cela peut être par exemple un filet de 1 mètre à 1,10 m de haut, et ça suffit à protéger le bétail. Sauf dans de très rares occasions, les loups ne franchissent pas ce type d'obstacle. C'est donc un moyen de protection qui est efficace, mais qui est lourd à mettre en place pour des troupeaux de plusieurs centaines de bêtes, comme dans les Alpes par exemple. Dans ce cas, les animaux ne sont parqués que la nuit. Mais dans nos régions, dans le nord-est de la France, par exemple, les troupeaux sont gérés par allotement, c'est-à-dire en différents groupes, et sont donc plus petits et répartis sur différentes parcelles, ce qui rend plus facilement utilisable cette méthode. Alors une deuxième méthode dont on peut parler est l'utilisation de chiens de protection, généralement des patous. Alors ces chiens sont en permanence avec le troupeau, et s'il y a une attaque, ils vont intervenir et tenter de faire fuir l'intrus. C'est également une méthode efficace qui permet de diminuer le nombre d'attaques, mais surtout le nombre de victimes par attaque. Cette méthode est très utilisée pour les grands troupeaux, mais plus difficilement mettable en place par chez nous du fait de la gestion des troupeaux en différents lots. Alors certains opposants aux chiens de protection avancent l'argument que ces chiens sont dangereux pour les touristes. Si ceux-ci ne respectent pas quelques consignes simples, ou si les chiens sont mal sélectionnés ou mal élevés, il peut en effet y avoir quelques problèmes, mais ils sont facilement évitables. De manière générale, la présence de bergers avec ou à proximité du troupeau est intéressante. Cependant, il va de soi que cela a un coût en temps qui est très important. Mais dans la situation de chômage que nous avons, cela pourrait permettre de créer des emplois et n'est pas une idée complètement absurde. Donc ces méthodes que je vous ai présentées sont celles qui sont généralement utilisées actuellement, mais il y a quelques recherches dont le but est de développer de nouvelles techniques, comme par exemple en mesurant le rythme cardiaque des moutons, ce qui permet de détecter les attaques d'un prédateur et de mettre automatiquement en place, de déclencher automatiquement un système de dissuasion. Alors, ces méthodes permettent une protection des troupeaux relativement efficace. Et ils permettent donc de diminuer l'impact négatif du loup sur le pastoralisme. Cependant, les limites de ces méthodes sont parfois atteintes. C'est pourquoi il est primordial d'effectuer plus de recherches pour pouvoir aller de l'avant et continuer à aller vers plus de cohabitation avec le loup. Alors, nous avons vu en quoi les moutons et leurs éleveurs sont utiles, comment est-ce qu'on peut essayer de protéger les troupeaux, mais pourquoi ne pas tout simplement éliminer les loups ou empêcher leur retour? Eh bien, parce qu'ils sont essentiels au fonctionnement des écosystèmes, au bon fonctionnement des écosystèmes, et qu'ils ont donc un intérêt direct ou indirect pour nous. Pour illustrer cela, prenons l'exemple de ce qui s'est passé dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis. Les loups y avaient disparu en 1930. Alors, 60 ans après, dans les années 90, on a observé une forte population de wapitis qui ont complètement dérégulé les écosystèmes du fait d'un broutage trop important de la végétation. Cela a entraîné de gros problèmes d'érosion qui ont touché même directement les humains. Alors en 1995, le loup a été réintroduit dans ce parc et ils ont entraîné toute une cascade de réactions. De par leur présence, ils ont limité l'impact des herbivores sur la végétation et des espèces telles que les saules ou les trembles ont pu se développer à nouveau. Cela a permis aux castors de revenir, de créer des retenues d'eau. Les poissons ont fait leur retour dans les rivières et l'ensemble a bénéficié à de très nombreuses espèces de batraciens, d'oiseaux, d'insectes, etc. Alors vous me direz, quel rapport avec chez nous? C'est comme ce qui nous intéresse. Eh bien, dans le massif vosgien, et même en partie dans le reste de la France, nous avons une surpopulation de sangliers, de chevreuils, de cerfs. Alors, par exemple, pour les cerfs, on estime à 10 cerfs aux 100 hectares la population, alors qu'une étude montre que les écosystèmes restent en bonne santé avec seulement 3 à 4 cerfs aux 100 hectares. Donc cette surpopulation empêche le développement d'espèces végétales telles que les myrtillers, les hêtres et de nombreux autres feuillus. Cela, ajouté à la surpopulation de sangliers, met en danger d'autres espèces animales, telles que les salamandres et les grands tétras, et bien d'autres. Alors le loup, de par sa présence, permettrait de diminuer
l'impact négatif de ces surpopulations, ce qu'actuellement l'homme n'arrive pas à faire. Un deuxième avantage que pourrait apporter le loup est qu'il permet d'avoir des populations de gibier en meilleure santé. En effet, c'est un animal qui chasse en épuisant ses proies, et étant donné qu'il est un petit peu fainéant sur les bords, eh bien, il va plutôt choisir les proies les moins rapides, donc les individus jeunes, et surtout ceux qui sont en moins bonne santé. Il exerce donc de ce fait une régulation efficace. Alors avec tout ce que je vous ai dit, on voit donc bien que le loup a une place à trouver dans nos écosystèmes, et dans nos écosystèmes, dans nos régions, mais qu'il y a des changements à effectuer au niveau de l'élevage du fait de la disparition de ce grand prédateur pendant quelques décennies. C'est donc, toute une dynamique de partage qui est à mettre en place dans nos montagnes et nos campagnes. De plus, le loup a un effet bénéfique pour notre société dans son ensemble, de par son action de régulation sur les écosystèmes, comme nous l'avons vu, mais également pour d'autres raisons, telles que l'attrait touristique qu'il apporte. Cependant, les personnes qui bénéficient de sa présence ne sont pas celles qui en profitent, ne sont pas celles qui en pâtissent. C'est pourquoi il est juste et nécessaire que les éleveurs soient soutenus et accompagnés dans les difficultés qu'ils connaissent. Le loup ne nous encourage donc pas seulement à partager notre territoire avec lui, mais il nous pousse vers plus de partage avec le monde rural en général, et plus spécifiquement le monde de l'élevage. Alors, de par sa situation particulière, le loup est le meilleur exemple pour montrer cela. Mais ce qui est vrai pour lui l'est aussi pour le reste du vivant. Et si nous voulons cohabiter correctement avec cet animal, je pense qu'il est nécessaire d'aller vers plus de partage entre les humains et avec le monde sauvage. Je vous remercie.